Nous vous proposons d'écouter dans un instant Baptiste Roger Lacan, agrégé et docteur en histoire et aujourd'hui chargé de recherche à la Fondation Napoléon et enseignant à l'Institut catholique de Paris et à Sciences Po. Il était invité à la librairie Ombre Blanche mardi 28 octobre 2025 autour de la parution de l'ouvrage collectif qu'il a dirigé, Nouvelle histoire de l'extrême droite, France 1780-2025, paru au Seuil Éditions. L'échange était mené par Jérôme Pujol, doctorant en histoire contemporaine et professeur d'histoire et géographie en lycée. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être venus aussi nombreuses et nombreux ce soir. Juste un petit mot pour présenter l'animation de la rencontre qui sera faite par Jérôme Pujol, qui est donc enseignant au lycée, c'est ça, hein, professeur d'histoire-géographie, et qui est également doctorant au laboratoire Framespa de l'université Toulouse Jaurès, et qui discutera donc avec Baptiste Roger Lacan, qui est historien, contemporaniste, et que je vais laisser Jérôme le présenter plus longuement. Un petit mot aussi pour vous dire que demain il y a une autre rencontre sur l'extrême droite et le fascisme avec Hugo Payetta. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à venir demain pour l'autre rencontre. Et voilà, je vous laisse avec nos deux intervenants et merci beaucoup. Bonne soirée. Merci Maxime. Bonsoir et merci d'être si nombreux pour cette rencontre ce soir avec Baptiste Roger Lacan. Bienvenue à Ombre Blanche et à Toulouse. C'est une ville que vous connaissez un petit peu, je crois. Et donc, nous sommes heureux de vous accueillir ce soir pour la publication donc, de votre ouvrage « Nouvelle histoire de l'extrême droite » aux éditions du Seuil. Alors, pour vous présenter en quelques mots, donc vous êtes historien, agrégé, docteur en histoire. Vous avez réalisé une thèse il y a quelques années sur la contre-révolution, sous la direction notamment de Frédéric Monnier et Pierre Cernat. Et aujourd'hui, vous enseignez à l'Institut catholique de Paris, à Sciences Po Paris. Vous collaborez aussi à la revue Grand Continent. Et cette nouvelle histoire de l'extrême droite est votre deuxième ouvrage, puisque vous aviez publié il y a quelques mois, je crois, Le Roi, une autre histoire de la droite, puisque vous vous intéressez en fait à la contre-révolution, mais aussi en fait au royalisme et plus largement au mouvement en fait aujourd'hui lié à l'extrême droite. Alors, ma première question serait tout d'abord sur la genèse de ce livre en fait. Pourquoi une nouvelle histoire de l'extrême droite aujourd'hui ? Est-ce que ça répond quelque part à des recherches, à une dynamique de la recherche en fait sur cette famille politique depuis les années 80, on va dire, depuis l'ascension du Front National, du Rassemblement National, qui a suscité chez les historiens en fait de nouveaux travaux? Merci, bonsoir à toutes et à tous. Merci à la librairie Ombre Blanche de m'accueillir. Alors, ce livre, au départ, pourquoi quand même au tout début, c'est une commande d'éditeur, puisque c'est le Seuil qui m'a proposé de diriger une nouvelle histoire de l'extrême droite, et nouvelle, pas seulement parce que c'est un peu un tropisme d'éditeur en ce moment, dès qu'il y a une histoire de quelque chose, on dit qu'elle est nouvelle, mais en l'occurrence, dans le cas du Seuil, ça répondait à quelque chose, puisque ce livre arrive 32 ans après une première histoire de l'extrême droite, un premier ouvrage collectif qui a été dirigé par Michel Vinocq au début des années 1990 et qui, à l'époque, tentait d'offrir une première synthèse à jour des recherches et avec certains choix dans des controverses qui existaient à l'époque sur la question de l'extrême droite qui avait commencé à émerger comme un sujet de recherche, plutôt plus tardivement d'ailleurs que d'autres mouvements politiques, puisque ce qui a longtemps singularisé l'histoire de l'extrême droite par rapport à celle des droites dites de gouvernement ou des gauches, c'est que pendant très longtemps l'histoire de l'extrême droite était largement prise en charge par des gens qui étaient eux-mêmes d'extrême droite et qui écrivaient le plus souvent une histoire à vocation apologétique. Donc il y a eu ce premier livre de Michel Vinocq il y a 32-33 ans, et puis dans les 3 décennies qui ont suivi, d'une part, la recherche sur l'extrême droite s'est considérablement développée, en partant dans des directions très différentes, dont le livre fait écho, que ce soit sur l'histoire des circulations transnationales, sur la prise en charge de nombreux mouvements qui restaient très méconnus. Il y en a d'autres d'ailleurs qui sont toujours mal connus aujourd'hui, en intégrant aussi progressivement, en tout cas avec l'émergence de la question de la contre-révolution, comme une question à part entière qui devait être articulée à celle de l'extrême droite. Et puis, évidemment, il y a un facteur
contextuelle, qui est que ça n'est pas tout à fait la même chose d'écrire une histoire de l'extrême droite au début des années 1990 avec un Front National qui certes existe, qui est un des partis d'extrême droite en Europe à exister au début des années 90, mais qui est marginalisé, à ce moment-là vraiment séparé des droites de gouvernement et qui n'apparaît absolument pas en position d'arriver au pouvoir et qui est d'ailleurs plutôt dans une période de stagnation au début des années 1990. La génération, qui est plutôt une jeune génération de spécialistes qui a écrit ce livre, l'a écrit, alors évidemment en étant tributaire des avancées de la recherche, mais on est aussi, les historiennes et les historiens qui la composent sont aussi des citoyens, hein, pour leur grande majorité français, plus deux historiennes italiennes et un historien espagnol, donc qui eux aussi ont vu dans leur pays par ailleurs la croissance de ce phénomène à des degrés divers. Donc c'est pas tout à fait la même chose, je pense, d'écrire cette histoire au début des années 2020 avec un parti d'extrême droite qui n'est pas majoritaire en France, mais qui est devenu, en tout cas si on le prend seul, la première force politique du pays et qui est en train de complètement reconfigurer ce qu'est l'extrême droite en France, qui est aussi pour la première fois en train de potentiellement rendre possible l'accession au pouvoir de l'extrême droite, pas dans les fourgons de l'étranger, puisque si on regarde les deux autres occurrences, les deux autres moments où l'extrême droite est arrivée au pouvoir dans ce pays, la première fois c'est à la Restauration assez brièvement, et puis la seconde fois évidemment en 1940. Donc là ce serait peut-être la première fois qu'on aurait un parti d'extrême droite qui arriverait par les urnes au pouvoir, et ça changerait aussi beaucoup de choses dans l'évolution de cette famille politique. Alors justement, je vais rebondir à ce que vous venez de dire par rapport au titre, justement, Nouvelle histoire de l'extrême droite. Alors, comme vous l'indiquez, en fait, dans le livre, en fait, extrême droite, en fait, c'est un terme qui paraît évident, mais qui est aussi problématique, parce qu'en introduction, vous rappelez justement, en fait, que encore dans les années 90, par exemple, un politiste comme Carmude évoquait le fait qu'il pouvait y avoir 27 définitions de l'extrême droite. C'est pas forcément un terme qui peut faire l'unanimité, et même je crois que les dirigeants aujourd'hui du Rassemblement national parfois récusent même ce terme. Alors vous avez choisi quand même de l'employer, et du coup en fait, est-ce que vous pouvez revenir un petit peu sur une question de définition de Bien sûr. Alors, c'est un terme qui pose plein de problèmes. D'une part, effectivement, il y a plein de définitions possibles auxquelles il faut rajouter des définitions, en tout cas des mots proches qui sont souvent associés à l'extrême droite, que ce soit populisme, nationalisme, etc. Donc c'est une famille politique qui n'est pas si évident de définir. La deuxième raison pour laquelle c'est un terme qui pose problème, c'est que extrême droite, c'est pas seulement une catégorie de la science politique ou de l'histoire des idées, de l'histoire intellectuelle, de l'histoire politique, c'est un terme qui a une valeur opératoire dans le champ politique et qui, en Europe, depuis 1945, c'est un petit peu en train d'évoluer aujourd'hui, mais depuis 1945, marque pas seulement un adversaire politique, mais un ennemi. C'est une manière, quand on qualifie quelqu'un d'extrême droite, c'est aussi une manière de le sortir du champ de ce qui est politiquement acceptable. Et ça se comprend évidemment au regard de ce qui s'est passé dans l'entre-deux-guerres et pendant la Seconde Guerre mondiale, largement du fait de gouvernements d'extrême droite. Donc, ça vient compliquer le travail du chercheur parce que utiliser ce terme-là, forcément, ça porte une charge qui va au-delà d'une catégorie analytique traditionnelle. Et cette dimension-là, ça se retrouve particulièrement dans le fait qu'il n'y a quasiment aucun parti d'extrême droite qui revendique d'être d'extrême droite, en fait. Depuis les années 1980, Jean-Marie Le Pen, puis Marine Le Pen, alors attaquent ponctuellement en justice des gens qui les qualifient comme ça, récusent en tout cas ce terme, et se définissent eux comme étant... alors dans le cas de Jean-Marie Le Pen, il disait qu'il était la droite nationale, ou qu'il était juste la vraie droite. Marine Le Pen préfère souvent le terme de patriote, dit qu'elle est française, qu'elle est nationale. Dans tous les cas, il y a vraiment une volonté de mettre à distance ce terme qui, dans la stratégie de professionnalisation du parti, dans la stratégie de normalisation de leurs idées, qui est la fonction que remplit le Front National depuis sa fondation. Le but du Front National, dès les années 70, c'est d'offrir une vitrine électorale, un véhicule électoral à une extrême droite qui jusque-là était groupusculaire, fragmentée, pas en position de prendre le pouvoir. Donc ce terme-là, très vite, ils se sont rendus compte que ça ne pouvait pas marcher. Et puis par ailleurs, cette récusation, elle dit aussi des choses sur la manière dont s'articule la relation entre la droite et l'extrême droite.
Et ça, pour l'illustrer, je reviendrai à l'apparition en fait de ce terme, de la catégorie extrême droite, pas seulement pour décrire les gens qui, dans les assemblées au XIXe siècle, siégeaient le plus à droite face au président de l'Assemblée, mais le moment où ça émerge comme une catégorie politique, en 1874, sous la plume d'un historien catholique libéral, Paul Thureau d'Angin, qui, en revenant sur l'histoire de la Restauration, fait émerger une catégorie nouvelle pour qualifier les ultra-royalistes, ceux qui, pendant la Restauration, étaient les partisans d'une politique d'intransigeance absolue avec la Révolution, son héritage et toute forme en fait de compromis avec la rupture de 1789. Il dit qu'ils sont d'extrême droite en disant que c'est un mouvement qui se situe à côté, parfois dans la droite, et qui se distingue par son intransigeance, sa radicalité et une forme d'incompétence tactique dans son incapacité, en fait, son incapacité à faire triompher ces idées, et plutôt même leur capacité à les faire perdre par leur radicalité et par leur intransigeance. Mais l'émergence de cette catégorie en 1874, elle est aussi parlante, puisqu'au moment où Paul Thureau d'Angin explique, on est à un moment en France qui est assez unique dans l'histoire de ce pays, puisque donc 3 ans plus tôt, comme vous le savez, la France a perdu une guerre face à l'Allemagne, le Second Empire s'est effondré, et après quelques mois de résistance d'un gouvernement de défense nationale, les Français doivent se résoudre à faire la paix, et donc élisent une Assemblée nationale dont la fonction est double. D'une part, négocier la paix avec l'Empire allemand, et d'autre part, définir les institutions qui seront données à la France. Or, cette Assemblée nationale, pour tout un ensemble de raisons, principalement parce que les monarchistes font campagne en disant qu'ils feront la paix, va élire une majorité monarchiste. Et donc, sur les 640 et des brouettes députés qui siègent à l'Assemblée nationale entre 1871 et 1876, vous avez à peu près 400 députés, dans lesquels on trouve 200 députés orléanistes, qui, pour dire simplement les choses, sont les partisans d'une droite libérale dans lequel les notables viendraient tempérer la monarchie, et de l'autre 200 légitimistes qui sont les défenseurs de la restauration d'une monarchie traditionnelle qui viendraient restaurer sinon le monde d'avant 1789, en tout cas qui viendrait renouer la chaîne des temps entre le monde d'avant 89 et ce monde dans lequel ils évoluent dans les années 1870. Pendant 4 ans va se poser la question de l'union difficile entre ces deux forces politiques qui sont séparées par beaucoup de choses, donc des désaccords politiques idéologiques profonds, et puis un désaccord dynastique, puisque par-delà les désaccords qui existent entre légitimistes et orléanistes, ces deux partis monarchistes s'affrontent surtout parce qu'ils ne défendent pas les mêmes prétendants. D'un côté, les légitimistes défendent le comte de Chambord, donc le petit-fils de Charles X, le dernier frère de Louis XVI, celui qui est renversé en 1830 et qui était considéré comme un roi ultra, tandis que les orléanistes défendent les droits du petit-fils de Louis-Philippe, donc le cousin de Charles X, qui est considéré comme un usurpateur par les légitimistes. Pendant plusieurs années, va se poser la question de l'union des droites et de la capacité à ces forces de droite à s'entendre pour restaurer la monarchie. Alors, vous le savez, donc, la monarchie n'a pas été restaurée, ça a capoté, pour plein de raisons, notamment le refus du comte de Chambord d'accepter de transiger sur les symboles de sa monarchie, et notamment de transiger sur le drapeau qui serait le sien, et donc il revendique le drapeau blanc et finit par refuser la couronne que lui proposent les députés, la majorité des députés donc monarchistes de la Chambre. Après ce refus, pendant quelques mois, il va y avoir une tentative de mettre en place une forme de gouvernement qui unirait donc ces forces légitimistes et ces forces orléanistes pour mettre en place en tout cas un gouvernement d'ordre moral qui viendrait fonder la restauration d'un ordre conservateur, aussi bien dans l'ordre politique que dans l'ordre social, que dans l'ordre religieux. Et en fait, ce gouvernement finit par capoter parce qu'une partie des députés légitimistes, les plus radicaux, ceux qui sont surnommés les chevaux légers, qui défendent radicalement les droits du comte de Chambord et considèrent qu'il n'y a aucune forme de transaction à faire avec la modernité, vont renverser le président du conseil de ce moment-là, qui est donc un orléaniste, le duc de Breuil, et faire exploser cette union des droites. Paul Thureau d'Angin écrit à ce moment-là, et évidemment ce qu'il dit sur les ultras est aussi une manière de décrire cet échec des droites et des extrêmes droites, ou de cette proto-extrême droite que constitue cette
cette part du mouvement légitimiste qui a fait capoter la Restauration et tout projet futur de mettre en place un régime qui permettrait de garantir une forme à minima de république ultra-conservatrice en France. Et alors en fait, en réalité, ça jette quand même les bases de la relation complexe qu'entretiennent la droite et l'extrême droite en France, quelque chose qu'on peut retrouver dans d'autres pays, mais ça s'applique particulièrement en France, où la règle, c'est plutôt que à droite, il y a une question qui est de savoir si l'extrême droite est qualitativement différente de la droite ou si elle en est juste une variation quantitative. Est-ce que l'extrême droite, c'est juste plus de droite ou est-ce que c'est complètement différent? Et en réalité, quand on regarde l'histoire des 150 dernières années, la réponse qui est généralement donnée, c'est plutôt que, de la part des forces de droite, c'est plutôt que l'extrême droite, c'est plus de droite, mais qu'on peut travailler avec. La règle, c'est qu'il y a plutôt des effets de porosité. Sous la Troisième République, il y a des effets de porosité importants. Sous la Quatrième République, il y a des effets de porosité très importants, puisque l'un des combats principaux du Centre national des indépendants, qui est la première force de droite à se reconstituer sous la Quatrième, c'est l'amnistie des gens qui ont été condamnés pour fait de collaboration. Et sous la Cinquième République, en réalité, si l'on accepte l'opposition fondamentale qui a été retrempée 2 fois entre gaullistes et héritiers de Vichy, de l'Algérie française et donc le Front National, même là, on trouve en fait des effets de porosité. Par exemple, en 1974, quand le Parti des Forces Nouvelles, qui est une scission du Front National, fait le service d'ordre de la campagne de Valéry Giscard d'Estaing, qui est en plus en partie financé par des fonds issus de l'OAS. Donc en fait, les effets de porosité continuent aussi sous la Ve République. Et là, on voit qu'aujourd'hui, ce qui est en train de se passer en ce moment avec l'effondrement du mouvement post-gaulliste et l'explosion du Rassemblement national, fait ressurgir cette question de la porosité. Donc à droite, la réponse, c'est ça dépend, mais c'est plutôt plus souvent de dire en réalité, on peut travailler avec ces gens-là, que de dire ces gens-là sont radicalement différents de nous. Et en fait, la parenthèse gaulliste, si je puis dire, qu'on a vécue, n'est justement que ça. C'est une parenthèse dans l'histoire des relations entre droite et extrême droite en France. Du côté de l'extrême droite, pour le coup, pour eux, il n'y a pas une différence qualitative du tout. Eux, ils se considèrent comme le remords de la droite. Et ça, c'est vraiment une constante. Depuis la Troisième République jusqu'à aujourd'hui, l'extrême droite considère qu'elle est la seule défenseur de ce que devrait être la droite. Et qu'en refusant de transiger, en refusant le compromis, et notamment le compromis qu'oblige en fait la démocratie libérale, le fait de participer aux institutions, de se comporter... quand on est dans la majorité, de respecter les minorités politiques, et quand on est en minorité politique, de jouer le jeu, etc. En refusant de faire ça, en refusant de s'engager dans le système, l'extrême droite considère qu'elle est le remords de la droite, et qu'en réalité, c'est la droite qui commet une faute idéologique, tactique, dans certains cas même, il y en a certains qui diraient morale, en refusant l'alliance avec l'extrême droite, et plutôt en cherchant une alliance au centre. Et donc là, je pense qu'on thématise aussi quelque chose de la complexité qui vient avec ce travail sur l'extrême droite, c'est qu'en réalité, quand on écrit sur l'extrême droite, forcément, on réfléchit aussi à la droite. Oui. Et justement, il y a une question brûlante en ce moment, effectivement, c'est cette union des droites. On en parle de plus en plus. Il y a beaucoup de unes de journaux, encore récemment, en fait, qui mettent en avant ce sujet. Et moi, je voulais faire une comparaison, par exemple, avec l'Italie, puisque c'est vrai que dans une des grandes forces de l'ouvrage, d'ailleurs, c'est qu'il y a une sorte de dialogue en fait transnational. Vous montrez en fait comment l'extrême droite française se nourrit en fait des échanges avec les autres mouvances d'extrême droite à l'échelle de l'Europe, voire même du monde. Il y a un très beau chapitre de Christophe Poupeau sur les voyageurs d'extrême droite dans les années 30. Déjà, on voit, on va dire, toutes les connexions qui existent. Mais aujourd'hui, on voit qu'il y a encore beaucoup de liens, et notamment entre, par exemple, le Rassemblement national et certains partis d'extrême droite, donc italiens, allemands. Alors moi, je voulais vous interroger, par exemple, sur l'Italie. Parce qu'en Italie, par exemple, on voit en fait que Giorgia Meloni, qui est arrivée au pouvoir en 2022, a réussi finalement à faire quelque chose que Marine Le Pen ne semble pas être arrivée à faire, ou peut-être qu'elle ne veut pas, je ne sais pas. Cette union en fait des droites, avec donc son parti Fratelli d'Italia, qui descend, je crois, du MSI, du mouvement social italien. Et finalement, elle est arrivée au pouvoir en s'appuyant, voilà, sur le centre droit.
On a l'impression que le Rassemblement national, lui, n'est pas dans cette logique-là. En fait, il y aurait plus pour lui l'idée de, vous disiez, je crois, dans Marianne il y a quelques jours, de dévorer plutôt la droite républicaine. Il y a deux choses. Donc, dans le cas italien, d'une part, le Front National le Rassemblement National est l'un des doyens des partis d'extrême droite européens. L'autre doyen est Fratelli d'Italia, qui s'est longtemps appelé le Movimento Sociale Italiano, qui est un parti qui est créé dès 1947 par des fascistes, à ce moment-là d'ailleurs plutôt à l'intérieur de la nébuleuse du fascisme italien, des partisans de ce qu'on appelle la République de Salo, donc le fascisme, si je puis dire, radicalisé, tardif de la période 43-45, au moment où Mussolini, après avoir été renversé par le Grand Conseil fasciste, est restauré par les nazis et crée un gouvernement complètement fantoche, complètement aligné sur les positions de l'Allemagne nazie. Et donc ce parti-là, le Movimento Sociale Italiano, existe depuis 1947 de manière continue. Et depuis 1947, c'est une force politique minoritaire en Italie, mais qui, tout au long de ce qu'on appelle la première République italienne, donc cette République qui s'effondre au début des années 1990 et est remplacée par le régime qu'on connaît actuellement, est une force qui représente entre 7 et 9% à peu près de l'électorat italien de manière continue, avec donc une représentation parlementaire à peu près équivalente, puisque c'est un système proportionnel, donc ils existent. Par contre, jusqu'à la fin des années 80, il y a des contacts avec la démocratie chrétienne, mais qui sont plutôt des contacts qui passent par les services secrets, par les groupuscules, notamment dans le contexte très particulier des années dites de plomb, de la période d'extrême tension politique qu'a connue l'Italie des années 60-70 et du début des années 80, mais ils sont tenus hors du gouvernement par la démocratie chrétienne, qui à ce moment-là est le parti hégémonique de l'Italie de l'après-guerre, du miracle, et puis de la crise des années 70-80. Tout change au début des années 90, quand, après l'affaire Mani-Pulite, le système politique italien explose, peut-être encore plus violemment que le nôtre n'a explosé entre 2017 et 2022, puisque les deux grands partis, les socialistes et les démocrates chrétiens, qui polarisaient et qui structuraient la vie politique italienne, disparaissent, et que dans les décombres de cette vie politique émerge une nouvelle figure, Silvio Berlusconi, qui assume le terme de droite, ce qui jusque-là n'était de centre-droit en réalité, qui est le terme qui est utilisé en Italie, qui jusque-là n'était pas vraiment utilisé. La démocratie chrétienne, même si de fait se situait à droite, ne se décrivait pas comme étant de droite, elle se distinguait par son anticommunisme, mais elle ne se décrivait pas comme étant de droite. Et surtout, Berlusconi, dès sa première arrivée au pouvoir en 1914, va arriver en coalition avec deux petites forces. Alors, à l'époque, la Ligue du Nord est un parti un peu bizarre, c'est plus un parti confédéral, un parti autonomiste, voire nationaliste, qui cherche à rompre avec l'Italie. Donc c'est un parti qui va ensuite évoluer vers des positions très xénophobes et anti-migrationnistes. Donc il va arriver au pouvoir avec une alliance bizarre où il y a la Lega d'un côté et le MSI. Et donc à partir du milieu des années 90, en fait, en Italie, la logique, c'est quand le centre-droit arrive au pouvoir, une fois sur deux à peu près, il arrive en coalition et en faisant entrer au gouvernement des ministres qui viennent de ces partis d'extrême droite. Et avec parfois, effectivement, un phénomène qui parfois en Italie est caractérisé ou est identifié à ce qu'on appelle la romanisation des barbares, c'est-à-dire que l'entrée de ces partis-là en coalition fait qu'on voit des trajectoires d'hommes qui commencent à l'extrême droite et qui évoluent plutôt vers le centre, voire certains qui deviennent des adversaires de Berlusconi plutôt par le centre que par l'extrême droite. Donc, il y a une reconfiguration de ce pôle dont Giorgia Meloni a tiré les fruits, puisque après avoir été la partenaire, son parti pendant très longtemps était plutôt le partenaire le plus faible de ces alliances entre Fratelli d'Italia et la Ligue, avec l'effondrement dans les affaires de Silvio Berlusconi et puis l'incapacité de la Lega à effectivement diriger le pays à la fin des années 2010, en réalité l'option qui s'est imposée, celle qui est devenue pour toute une partie de l'électorat de droite italien l'alternative qui permettait à la fois de mettre en place un programme anti-immigration, un programme économique, de stabilisation économique et en même temps qui semblait rassurer les partenaires étrangers d'Italie, c'était Giorgia Meloni, mais qui est arrivée au pouvoir donc avec une coalition dont les principes se sont renversés. Le cas français est un petit peu différent, d'une part parce que l'histoire de la Ve République étant connectée de manière généalogique à celle du gaullisme et la droite française ayant été pendant très longtemps dominée par le gaullisme et le post-gaullisme, il y avait
beaucoup moins de points de porosité possible, puisque pendant très longtemps, on ne parlait pas seulement d'héritage ou de mémoire concurrente, on parlait même d'hommes qui avaient combattu dans des camps opposés, en fait. C'est-à-dire que c'est au-delà même des très nombreux points de désaccord qui existent entre le gaullisme, qui est quand même un type de droite assez particulier, et ce que représentait le Front National. En fait, de part et d'autre, on avait des gens qui avaient été à Londres et à Vichy, et puis après des gens qui avaient soutenu le général de Gaulle, et des gens qui avaient basculé dans l'opposition armée pendant la guerre d'Algérie. Et donc cette inimitié-là, elle a été fondatrice. Et elle a été ensuite refondée dans les années 1980, parce que au moment où le Front National commence à faire son ascension, en 1983-1984, le Front National sort en gros de sa première phase, qui est une phase encore largement groupusculaire, pour devenir un parti qui commence à exister aux élections. Il y a les fameuses municipales de Dreux, où ils remportent les municipales, enfin, qui font partie de l'équipe, de la liste qui, au second tour, remporte les municipales. Et en 1984, il y a ce coup de tonnerre des élections européennes qui voit le Front National atteindre un score inédit de 10%. Et à ce moment-là, il y a des vrais débats à l'intérieur des deux grands partis de la droite de gouvernement, à l'intérieur du RPR et de l'UDF, pour savoir ce qu'il faut faire de ce parti qui représente une réserve de voix. Et il y a des désaccords qui traversent les deux partis. Alors, j'aurais tendance à dire qu'à l'UDF, le désaccord est plus violent, parce qu'en réalité, il y a plus de points de contact entre des cadres de l'UDF et des cadres du Front National. C'est en fait, tous ces gens-là sont en partie liés par leur antigaullisme, donc ça permet de discuter, d'une part. Mais même à l'intérieur du RPR, il y a des désaccords, notamment portés par la figure de Charles Pasqua, qui, au milieu des années 80, thématise que le RPR est en train de perdre, en partie, commence à un petit peu perdre son électorat populaire, et que une alliance avec le Front National permettrait peut-être, en tout cas ponctuellement, d'aller regagner de l'attraction dans certains territoires. Les discussions en sont là. Il y a donc le cas des municipales de Dreux, où là, à l'échelle locale, il y a une alliance. Et puis, en 1987, Jean-Marie Le Pen, sur un plateau télévisé, va parler de la Shoah comme étant un point de détail de la Seconde Guerre mondiale. Et cette déclaration-là, en fait, il y a plein de choses à en dire. La première chose, c'est que les propos de journalistes qui expliquent que c'était une manifestation, une preuve que Jean-Marie Le Pen ne voulait pas le pouvoir et qu'en fait il s'est sabordé parce qu'il préférait jouir de sa rente tribunicienne plutôt que de garder le pouvoir. Alors, comme disent les Américains, pardonnez mon français, mais c'est des conneries. La réalité, c'est que Jean-Marie Le Pen, à ce moment-là, et ça se voit, et c'est d'ailleurs tous les témoignages concordent, tout ce qu'on sait sur cette séquence qui est importante concorde, Jean-Marie Le Pen, pendant un moment, a oublié qu'il n'était pas à Montretout avec François Brigneux en train de faire des blagues sur la Légion Charlemagne, et qu'il était sur un plateau national, et qu'en fait, tout d'un coup, il a déchiré le voile, et que la culture, l'identité mémorielle et politique du Front National des premières années qui s'était cristallisée autour de la réhabilitation du régime de Vichy, autour de cette idée que de toute façon la droite ne pourrait pas l'emporter si Vichy n'était pas réhabilité, parce qu'elle se privait d'une partie de son histoire, et donc qui passait aussi par la négation de la Shoah. Tout d'un coup, cette culture-là s'est révélée au grand jour. Et ça, en fait, ça a durablement rendu impossible toute forme d'alliance. C'est-à-dire que dans la foulée, Chirac, Giscard, Barre, tous les leaders de la droite classique sont très clairs sur le fait qu'il n'y a plus d'alliance possible avec le Front National, qu'on ne peut pas travailler avec ces gens-là. C'est à la fois des considérations tactiques et je pense par ailleurs des considérations morales. Il n'y a pas de raison de douter aussi. C'était aussi des gens qui étaient trempés dans la légende et l'histoire du gaullisme et donc qui, à un moment, ne se voyaient pas travailler avec des collabos ou des défenseurs de collabos. Et donc, pendant une vingtaine d'années, va prévaloir la logique du cordon sanitaire qui va s'appliquer de manière quasi systématique, avec ponctuellement, quand ce cordon est franchi, des exclusions, ce qui est arrivé notamment avec Charles Millon en 1998 aux élections régionales. Donc ponctuellement, quand il y a des leaders de l'UDF ou du RPR qui refusent la logique du Front républicain, ils se font sortir de leur parti. Tout ça se maintient peu ou prou jusqu'à la retraite de Jean-Marie Le Pen, qui de toute façon, à partir du moment de cette première sortie, va surinvestir cette identité, cette double identité à la fois nostalgique de Vichy et nostalgique de l'Empire français. Et par contre, à partir des années 2000, va émerger à l'intérieur du Front National, il y a un conflit de génération qui va se cristalliser autour de sa fille, qui elle va commencer à thématiser le fait que la conquête du pouvoir passera nécessairement par le fait de mettre au second plan ces thématiques-là, pour plein de raisons, pour des raisons tactiques,
pour des raisons générationnelles aussi, parce que ça commence à moins parler comme discours, c'est moins mobilisateur à l'extrême droite, et à chercher à investir d'autres sujets, notamment en surinvestissant un autre ennemi de l'intérieur, c'est-à-dire l'immigré, et notamment l'immigré musulman. À partir de ce moment-là, il va y avoir aussi une autre stratégie qui va être portée par le Rassemblement national, qui est une tactique, qui se maintient pour l'instant, qui est de dire qu'ils ne vont pas chercher l'alliance avec la droite, ils vont chercher à éroder l'électorat de la droite. Ils vont chercher à dévorer, à miter progressivement la base électorale de cette... Alors à ce moment-là, c'est difficile en plus de parler de mouvance post-gaulliste, parce que l'UMP réunissant à la fois les débris de l'UDF et les débris du RPR, c'est devenu presque autre chose, mais en gros, dans la foulée de l'effondrement, enfin de la défaite de Nicolas Sarkozy, puis de la campagne de François Fillon en 2017, d'aller chercher cet électorat déçu et de le ramener, et donc de progressivement vider la droite de sa base électorale. Et ça, c'est la stratégie qu'elle va mener, tout ça en étant par ailleurs mené par une logique de prise de guerre, c'est-à-dire que ponctuellement, le Rassemblement national va aller récupérer des gens qui décident de quitter les Républicains en disant qu'en fait, ils ont plus d'avenir en allant au Rassemblement national qu'en restant chez LR. Et ça, cette logique, elle s'est maintenue jusqu'à aujourd'hui. Et en réalité, aujourd'hui, même si Bruno Retailleau a admis récemment que, mis à part sur les questions économiques, ce qui n'est pas rien, l'orthodoxie budgétaire, la défense d'une forme de ligne conservatrice libérale est devenue très identitaire pour pour LR, mais aussi pour la petite base de notables qui les soutient encore. Donc c'est pas seulement une question tactique, mais mis à part ça, Bruno Retailleau en gros admis qu'il n'y avait plus vraiment de différence entre leur programme et le programme du Rassemblement national. Par contre, une alliance aujourd'hui poserait des vrais problèmes des deux côtés. Du côté des Républicains, ça pose un problème très clair, c'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, le rapport de force leur est absolument défavorable. S'ils font une alliance, étant donné qu'ils pèsent entre 4 et 8% de l'électorat, et qu'ils ont en face d'eux un parti qui pèse entre 30 et 38% de l'électorat, ils prennent le risque d'être complètement dévorés par leur partenaire majoritaire. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe systématiquement. Le RN n'ayant pas vraiment la culture de coalition, en général, quand vous alliez avec eux, assez rapidement, vous disparaissez. Ça, c'est la première chose. Mais du côté du Rassemblement national, il n'y a aussi, pour l'instant, pas une énorme motivation à faire cette alliance. D'abord parce qu'ils continuent à tabler sur l'effondrement dans des luttes intestines des Républicains, et donc une logique d'érosion continue qui fera qu'à un moment, ils seront devenus tellement hégémoniques à droite qu'ils finiront par faire basculer la pièce de leur côté. Ça, c'est la première chose. Et puis surtout parce que le Rassemblement national est un parti politique. Comme tous les partis politiques, c'est aussi une machine qui doit faire vivre des gens. C'est aussi la logique d'un parti politique, c'est de gagner des élections pour rétribuer les gens qui, pendant des années, donnent du temps gratuit en général, mènent des combats dans l'espoir qu'à un moment, ils prendront le pouvoir et puis qu'il y aura une redistribution. En fait, il y a une logique bêtement redistributive dans les partis politiques. Or, l'énorme problème du Rassemblement national, depuis sa fondation, mais ça ne s'améliore pas depuis que Marine Le Pen est arrivée à la tête, c'est que c'est un parti qui n'arrive pas à se professionnaliser de plein de manières différentes. Ils n'arrivent pas à lisser leur discours. Chaque élection législative est une démonstration de leur incapacité à trouver ne serait-ce que 577 candidats, et qu'il n'y en ait pas 40 qui disent n'importe quoi, de la déclaration négationniste jusqu'à la sortie homophobe, en passant par une mécompréhension totale du programme. Ça, c'est la première chose. Et d'autre part, on le voit dans leur incapacité même à faire émerger des leaders locaux. Bref, pour l'instant, le parti, contrairement aux autres partis politiques français, n'arrive pas à sortir des cadres. Ça, c'est la première chose. Or, les Républicains, c'est justement tout l'inverse. C'est un parti de cadres sans électorat. Et ça, c'est très compliqué à vendre à vos fédérations. Quand vous êtes un parti qui pèse 34-35%, vous commencez à avoir des vieux militants, vous avez des gens qui se battent depuis des années, qui ont porté le Rassemblement national à un moment où c'était très stigmatisé, où ça vous valait... ça pouvait vous valoir une forme de mort sociale, ça pouvait vous compliquer les choses, etc. Et tout d'un coup, on leur dit, ben non, maintenant il y a 130 sénateurs, 60 députés, des dizaines de maires de grandes villes, commencer par le maire de Toulouse. Tous ces gens-là arrivent dans le parti, arrivent dans l'alliance, et donc en fait, ça veut dire que vous fusionnez des listes. Donc au municipal, il y a des gens qui attendent d'être tête de liste RN, tout d'un coup, alors évidemment, vous allez rentrer sur la liste du maire LR qui est installé depuis longtemps, et donc vous serez premier, deuxième adjoint. Idem pour le Sénat, idem pour les conseils départementaux, les conseils régionaux, etc. Et donc, pour le RN, c'est extrêmement difficile à vendre, et c'est aujourd'hui l'objet d'une vraie... Je ne sais pas si c'est une querelle de ligne, mais en tout cas, c'est devenu l'objet d'un vrai désaccord tactique à l'intérieur du parti pour savoir ce qu'on allait effectivement faire. Est-ce que
pour gagner en 2027, il fallait en passer par une alliance avec LR, avec toutes les tensions que ça pouvait susciter en interne, ou est-ce qu'il vaut mieux continuer à mener cette stratégie d'érosion de la droite dure en faisant le pari qu'ils disparaîtront? Je renvoie d'ailleurs à votre chapitre, l'impossible professionnalisation du Front National. Donc déjà, le titre dit beaucoup. Dans l'ouvrage collectif que vous avez dirigé, là, il y a un chapitre qui m'a beaucoup intéressé sur la place des femmes, en fait, dans les mouvements d'extrême droite, parce que c'est vrai que ça aussi, c'est un des nouveaux champs de recherche, on va dire, qui a émergé là ces dernières années. Et c'est Camille Clairet qui signe cet article. Et c'est très intéressant de voir en fait que les femmes finalement ont pris une place croissante dans les mouvements d'extrême droite jusqu'à nos jours. Alors elles sont déjà présentes en fait sous le boulangisme, sous la Troisième République ensuite, avec notamment la fracture, elle identifie au moment de la séparation des églises de l'État, où il y a pas mal de femmes catholiques qui vont rejoindre en fait certains mouvements d'extrême droite comme l'Action française. Et puis ça continue jusqu'à nos jours avec Marine Le Pen maintenant qui dirige le Rassemblement national, mais on a aussi Marion Maréchal, Sarah Knafo aussi, qui est une nouvelle figure qui émerge aussi avec Reconquête. Quel regard vous portez, vous, en tant qu'historien, sur l'émergence en fait, voilà, de ces femmes? Et puis aussi, on constate même qu'au niveau du vote, la sociologie du vote, finalement, maintenant, à part peut-être en 2022 chez Éric Zemmour, mais en tout cas chez Marine Le Pen, il y a quasiment autant de femmes que d'hommes qui votent pour elle. Et est-ce que Marine Le Pen, finalement, a réussi à jouer en fait, sur son identité de genre un petit peu pour attirer à elle un nouvel électorat? Je pense que c'est un de ces sujets où pendant longtemps l'historiographie de l'extrême droite était très tributaire d'un impensé qui était lié au problème de l'histoire des idées, ou quand on fait que l'histoire des idées, c'est-à-dire quand on considère, quand on fait un peu cette histoire un peu géométrique, un peu mécanique, on regarde juste comment les idées évoluent dans le temps, mais sans regarder comment elles existent dans le monde social, par quel support elles sont diffusées, par qui, comment, enfin bref, quand on passe pas par le biais de l'histoire sociale, de l'histoire culturelle, de l'histoire intellectuelle, on peut, notamment avec une mouvance comme l'extrême droite, se laisser avoir par ces discours. Et c'est vrai que l'extrême droite, et ça vaut d'ailleurs pour la question des circulations, pour les questions transnationales, c'est vrai que l'extrême droite a, depuis la fin du XIXe siècle, un discours qui est caractérisé par un nationalisme exclusif, défensif, très agressif, et puis par une posture qui est assez viriliste, qui est caractérisée par d'abord la revendication de rôles de genre assez traditionnels, c'est-à-dire que dès la fin du XIXe siècle, la question du droit de vote des femmes n'est pas du tout prise en charge par l'extrême droite. Il y a par ailleurs plutôt une mise, à partir de l'entre-deux-guerres, une mise en avant quand même des qualités guerrières, de la violence, de l'autorité, bref, de qualités qui sont, d'attributs qui sont plutôt dans le champ politique associés aux hommes. Et donc, à regarder ça, on pourrait se dire, d'une part, donc sur la question de l'international, ils ne regardent pas du tout ce qui se passe à l'étranger, ça ne circule pas. Donc ça, c'est pas le cas. Et puis sur la question des femmes, de se dire, en fait, il n'y a pas une femme à l'extrême droite, c'est pas possible. Alors, quand on travaille sur l'histoire récente, c'était devenu un peu impossible à ignorer à partir du moment où il y a eu quand même un moment où entre Giorgia Meloni, Marine Le Pen, Frauke Petry en Allemagne, enfin bref, il y avait des femmes à la tête les trois premières économies de l'Union européenne avaient des partis d'extrême droite dirigés par des femmes. Donc c'était un petit peu compliqué de passer à côté du phénomène. Ce qui, je trouve, est très intéressant dans le cas du travail de Camille Clairet, c'est qu'elle arrive à thématiser et à montrer qu'en réalité, déjà sous la Troisième République, il y a une forte présence féminine à l'extrême droite. Présence féminine qui ne s'exprime pas tout à fait de la même manière que leurs camarades masculins. C'est-à-dire que le rôle des femmes, pour plein de raisons, est confiné, ou en tout cas s'exprime particulièrement dans certains secteurs, et notamment, mais un secteur qui est fondamental, qui est la question de l'argent. C'est-à-dire que, en particulier à l'Action française, mais aussi au sein du boulangisme, ce sont des femmes qui vont beaucoup prendre en charge la question des souscriptions, la question du financement, la question en fait permanente d'aller chercher des subsides qui permettent de faire exister le mouvement. Ce sont aussi elles, alors ça c'est plus récemment, mais c'est un petit peu le cas quand même dans l'entre-deux-guerres aussi, qui prennent en charge, à nouveau dans une répartition très genrée, et ça c'est très frappant, ça c'est dans l'article de Marion Jacquet-Vaillant sur les identitaires, oui. Où donc les identitaires qui sont ce mouvement contemporain de la droite, d'extrême droite mouvementiste, qui défend une vision radicale de l'ethno-différentialiste, donc l'idée qu'en gros si vous n'êtes pas blanc, vous ne pouvez pas
vivre en Europe, ça c'est juste pas possible en fait. Dans ces organisations-là, il y a beaucoup de femmes qui sont généralement soit confinées à des logiques de porte-parole pour exister médiatiquement, soit à des tâches de secrétariat. Donc c'est elles qui s'occupent en fait de l'administratif, qui organisent les actions, qui font exister le mouvement de l'intérieur. En réalité, ça on le retrouve aussi un petit peu dans l'entre-deux-guerres pour l'Action française. Et puis il y a un dernier point qui est quand même, alors qu'on thématise un petit peu dans plusieurs articles, mais on aurait peut-être pu inciter plus dessus, qui est la question de la transmission. C'est-à-dire que je pense que ça c'est vraiment important, il y aurait vraiment un travail à faire là-dessus, que notamment dans les forces, les mouvances d'extrême droite traditionnelles, c'est-à-dire avant l'explosion du Rassemblement national qui, en termes de généalogie politique, a rebattu les cartes en faisant arriver beaucoup de gens qui ne venaient pas de cette famille politique-là au départ, mais quand, disons, l'extrême droite était plus affaire de généalogie et de transmission intergénérationnelle à l'intérieur des familles, les femmes jouaient un rôle important dans cette transmission-là aussi. Et ça, c'est quand même une fonction à la frontière, en fait, de l'espace militant et de l'espace familial, qu'il faut thématiser. Et donc ça, c'était vraiment important pour nous, parce que je pense que c'est quelque chose qui est complètement impensé, mais qui permet aussi d'ailleurs de reconsidérer l'histoire du Rassemblement national aujourd'hui, le fait que ce parti se soit rallié sans trop de difficultés, quasiment sans difficulté à une femme. Et puis effectivement, le bouleversement que représente l'arrivée de Marine Le Pen à la tête du RN, où en une quinzaine d'années, elle a réussi à complètement creuser le trou de genre qui existait pour le coup jusqu'aux années à la fin des années 2000. Le Front National était un parti pour lequel votaient essentiellement des hommes. Il y avait des femmes qui votaient FN, mais c'était quand même un parti dont l'électorat était largement masculin. Cet écart-là, aujourd'hui, il est comblé. Aujourd'hui, Marine Le Pen reçoit des votes autant des hommes que des femmes, et d'ailleurs, elle sait aussi jouer intelligemment d'une vision très, située de la féminité, mais notamment, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette émission grotesque de Karine Le Marchand sur une ambition intime, je crois, où elle parle beaucoup de ses chats et de sa colocation et tout ça, mais elle se met à ce moment-là en scène comme une tante ou une grand-mère rassurante de la nation. Et en réalité, pour un parti qui pâtit encore, et a raison, d'une image violente, de son association à des groupuscules radicaux qui, en période électorale, se mettent derrière le Front National et soutiennent ce parti, etc., le fait d'être porté, incarné par une femme mûre, qui a des enfants, qui a partie de sa vie derrière elle et tout, je pense que ça participe aussi, très clairement, du changement et de la transformation de l'image du parti et de l'impression qu'il peut y avoir que le RN serait moins radical qu'il n'a pu l'être. Oui, et à ce sujet d'ailleurs, la semaine dernière, le journal Le Monde avait publié l'enquête Fracture française, dans laquelle en fait, finalement, on constatait que le Rassemblement national maintenant était quasiment le parti préféré des Françaises et des Français. Et j'en viens donc à une question peut-être en forme d'ouverture, puisqu'ensuite on va quand même laisser la parole au public. Je voulais évoquer avec vous, on a parlé de l'extrême droite, mais un autre concept, c'est l'extrême centre. Parce que vous avez fait votre thèse sous la direction de Pierre Cernat, qui a théorisé en fait ce concept il y a quelques années, l'extrême centre ou le poison français, c'est le titre de son ouvrage. Et donc il présente un petit peu l'extrême centre comme potentiellement en fait un marchepied qui pourrait être fait au RN. Et récemment, là, dans son livre Johan Chapoutot sur les irresponsables, là où il évoque comment Hitler est arrivé au pouvoir, il reprend lui aussi en fait ce concept d'extrême centre. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que justement, l'extrême centre qui est incarné aujourd'hui par Emmanuel Macron, qu'il a lui-même en fait quelque part revendiqué lors de la dernière campagne présidentielle, est-ce qu'il pourrait éventuellement effectivement poser les conditions d'un accès éventuel du Rassemblement national au pouvoir? Vous dites qu'à la fin, en conclusion d'ailleurs, que c'est même un horizon possible aujourd'hui. Alors, ce terme d'extrême centre, c'est même avant même l'extrême centre ou le poison français, qui est un livre qu'il a publié il y a quelques années. C'est un terme qui développe dans sa thèse en fait, qui a été publiée, qui s'appelle La République des Girouettes, où avant même d'étendre le concept jusqu'aux années 2017, il s'est interrogé, donc Pierre Cernat, qui est spécialiste de la Révolution française, s'est interrogé sur les circulations et les itinéraires politiques de plein de figures politiques du Directoire, donc la période qui suit la Convention entre 1795 et 1799, et où il montre comment le Directoire
en fait, comment, pour dire les choses simplement, le 18 Brumaire n'est pas un coup de tonnerre dans un ciel tranquille, mais l'ultime coup d'État d'un régime qui, depuis 4 ans, est caractérisé par son intransigeance croissante, aussi bien avec ses oppositions de gauche que ses oppositions de droite. Et donc, sur l'évolution d'une notabilité qui, en prétendant défendre la démocratie et les acquis de 1789, en vient à écrémer la représentation nationale, suspendre régulièrement les libertés et recourir à des moyens de plus en plus autoritaires jusqu'au moment où à la fin elle finit par se donner un sabre et basculer, alors pas vraiment vers des régimes d'extrême droite au départ, ce qui thématise, c'est plutôt vers un basculement autoritaire, c'est-à-dire que la dernière étape, la dernière chose que finissent par faire ces hommes politiques de l'extrême centre, c'est se donner un général, Bonaparte, qui suspend les libertés publiques, garantit l'égalité juridique, en fait garantit une toute petite partie de l'héritage de la Révolution française, mais met définitivement fin à l'expérimentation démocratique des 10 années précédentes. En 2017, quand Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir, Pierre Cernat a repris ce concept et en a tiré un petit livre qui est stimulant, où il relie ce concept de l'extrême centre de la Révolution française jusqu'à nos jours, en faisant la liste de tout un ensemble de régimes, la monarchie de Juillet, le Second Empire, la Troisième République tardive, la Cinquième République tardive, qui, par volonté de lutter contre la menace que poseraient des extrêmes, finirait par entrer dans une logique d'escalade autoritaire de plus en plus violente. Alors moi, je garde un point vraiment de désaccord fondamental avec lui, c'est que je pense qu'il commet une erreur, c'est-à-dire qu'il a tendance à associer et à assimiler extrême centre et libéralisme, sans voir que le libéralisme en France n'a jamais vraiment existé comme une option politique majoritaire. Et que c'est pas parce que vous vous situez mécaniquement au centre et que vous êtes un notable plutôt favorable à l'industrie que vous êtes un libéral. Donc ça, c'est une première chose, et je pense que c'est un des malentendus du livre, c'est que je pense qu'il est convaincu que Emmanuel Macron est un libéral. C'est un point de désaccord qu'on a jusqu'à aujourd'hui. Je pense qu'Emmanuel Macron est tout sauf libéral, et qu'il l'a jamais été. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième, c'est que moi, au début, j'étais assez circonspect face à l'extension d'un concept sur presque 230 ans, sachant que je voyais mal comment on pouvait appliquer ce concept qui me paraît, à mon avis, très opérant pour le directoire à notre époque. Bon, ensuite, il y a eu la répression des Gilets jaunes, effectivement un régime, en tout cas un président de la République qui paraît de plus en plus mal à l'aise avec les limitations constitutionnelles du régime. Donc je ne sais pas s'il prépare... je ne pense pas qu'il y aura une alliance formulée comme telle entre le bloc central qui, de toute façon, à mon avis, va disparaître. Alors, une fois de plus, je suis historien, on est assez mauvais pour les prédictions, mais enfin, bon, là, quand même, on a quand même l'impression que ce bloc croupion qui existe au centre va sauter dans les années qui viennent. Donc, je ne pense pas qu'il y aura un accord formel entre les deux. Par contre, Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir en 2017 en expliquant que son principal bilan, qu'on jugerait son bilan, à sa capacité à ce que le Front National ne lui succède pas. Il est utile de dire qu'aujourd'hui, de ce point de vue-là, il y a d'autres points de son bilan, à mon avis, qui sont contestables, mais enfin celui-ci est quand même particulièrement fragilisé. Et d'autre part, et ça ce qui est vrai, et je pense que c'est pas seulement Emmanuel Macron, je pense que c'est attribuable à une évolution récente de la Ve République, c'est moi ce que je dis en général, c'est que je pense que si le Rassemblement National gagnait la présidentielle demain, et qui prenait comme la logique des institutions, à mon avis, la logique des institutions dans ce cas-là prévaudrait, à mon avis, ils auraient une majorité aussi à l'Assemblée nationale. Je ne pense pas qu'ils auraient d'incendie du Reichstag à faire. Je ne pense pas qu'ils feraient passer quoi que ce soit, qui remettrait en question l'état actuel des pouvoirs, parce que entre les réformes, les lois organiques qui ont été passées sous Nicolas Sarkozy, la constitutionnalisation de l'état d'urgence, la constitutionnalisation de l'état d'urgence sanitaire et, je sais pas, il n'y a pas d'autre manière de dire, mais l'ensemble de dingueries constitutionnelles que nous fait Emmanuel Macron depuis 2024, il y a un nombre de précédents à la fois de dispositions légales et de précédents jurisprudentiels qui font qu'un gouvernement d'extrême droite qui voudrait gouverner à sa guise pourrait le faire. D'autant que la Ve République, historiquement, est un régime qui a sorti la puissance de gouverner du Parlement. Et qui, de toute façon, c'est ce très beau livre de Nicolas Rosselier là-dessus, mais la puissance de gouverner sous la Ve République n'est plus à l'Assemblée nationale, elle est au gouvernement. L'Assemblée nationale a des pouvoirs, mais ce n'est pas elle qui détermine la conduite
et la politique de la nation. Et donc, dans ces conditions-là, je ne pense pas que le Rassemblement national aurait beaucoup de choses à changer, d'autant qu'il y a un dernier facteur qui est rarement mentionné, mais c'est quand même pas anodin, c'est que je ne pense pas que la police soit anti-républicaine. Par contre, on sait que les forces de police sont très majoritairement aujourd'hui favorables au Rassemblement national et que la situation ne serait pas la même avec un ministre de tutelle aligné. C'est-à-dire que sans même parler d'arrestations arbitraires, enfin de choses qui ne sont pas arrivées en Italie, par exemple, je ne pense pas qu'on aura, même ce qui se passe aux États-Unis aujourd'hui, je peux me tromper, hein, l'historien qui prédisent le futur se trompe souvent. Mais par contre, je pense qu'on aura un climat qui deviendra très déplaisant. On aura une police qui sera beaucoup moins, elle n'est pas très réfrénée aujourd'hui, mais qui le sera encore moins dans les années qui viennent. Et donc, je pense qu'il y aura cette situation-là qui sera, qui sera une réalité avec laquelle il faudra composer. Et donc ça, pour le coup, effectivement, je pense que la Ve République, pendant des années, a été probablement un régime qui a permis de faire barrage, qui a permis d'avoir cette singularité française d'un parti d'extrême droite qui existe depuis longtemps, qui est installé dans le champ politique depuis longtemps, qui fait des scores supérieurs à 10% depuis 40 ans, et qui jusqu'à aujourd'hui n'est jamais rentré au gouvernement, même en coalition, et en réalité n'a quasiment pas gouverné, même à l'échelle des exécutifs locaux. Les mairies qu'ils ont prises sont peu nombreuses. Pour l'instant, le Rassemblement national n'a pas exercé le pouvoir. Le seul problème, c'est que la Ve République, c'est un système de winner takes all, et donc à partir du moment où vous passez cette barre de 50,01%, vous avez quasiment toutes les commandes du camion. Ce qu'on vit en ce moment est une situation inédite qui se reproduirait, à mon avis, si on avait un nouveau président centriste qui était élu en 2027. Mais je pense que si le Rassemblement national, si Marine Le Pen ou Jordan Bardella l'emportaient, je pense qu'il y aurait une dynamique qui ferait qu'ils prendraient la majorité, ou sinon qu'ils seraient tellement proches de la majorité qu'ils obtiendraient de quoi gouverner. Donc tout ça est préoccupant. Tout ça, évidemment, je pense... je crois vraiment qu'on a réussi. C'est pas un livre militant dans le sens où je crois aucun d'entre nous n'a laissé filtrer ce qu'il pense de la situation actuelle. Aucun des auteurs n'est favorable au Front National. Mais enfin bon, voilà. Mais par contre, c'est sûr que je pense que quand on l'écrivait, et tous avec nos travaux et nos objets de recherche respectifs, je pense qu'on écrit, et je pense qu'on s'est aussi tous mis à travailler sur ce sujet-là parce que forcément, il y a une urgence croissante. Les objets le présent informe forcément notre regard sur le passé. Et donc, nécessairement, je pense que le champ des études sur l'extrême droite est dynamique aujourd'hui parce que beaucoup de gens se posent des questions et donc beaucoup de gens cherchent à un peu éprouver leurs outils pour comprendre ce qui est en jeu. Oui, et l'un des points forts de l'ouvrage, c'est cette profondeur historique d'ailleurs que vous donnez, puisque c'est vrai que finalement, en partant des années 1780 jusqu'à nos jours, on voit finalement comment l'extrême droite ou les mouvances d'extrême droite n'ont eu de cesse finalement de se recomposer, de s'adapter aux défaites qu'elles ont subies pour préparer éventuellement les victoires du lendemain. Et c'est assez extraordinaire en fait de voir comment finalement cette famille politique en fait s'adapte de génération en génération. On pourrait évoquer, on n'a pas le temps malheureusement, mais le chapitre à la fin très intéressant sur des skinheads aux influenceurs, en fait comment en fait aujourd'hui il y a toute une jeunesse identitaire en fait qui a pignon sur rue à travers les réseaux sociaux, notamment les chaînes YouTube. Encore récemment, là, j'avais entendu dans les médias une interview là de la porte-parole du mouvement Némésis, voilà, qui se revendique comme féministe et nationaliste. Donc là aussi, voilà, c'est peut-être un angle qu'on ne soupçonnerait pas en fait dans la mouvance d'extrême droite. Bon, en tout cas, voilà, c'est un ouvrage en fait qu'on ne peut que vous recommander avant de prendre quelques questions. Et je voulais souligner aussi moi quelque chose que j'ai beaucoup apprécié dans le livre en fait, c'est déjà la chronologie au tout début, en introduction, parce que c'est vrai que ça donne des repères en fait qui nous permet déjà de nous situer dans le temps. Alors parfois effectivement on découvre des dates qu'on ne connaissait pas, hein, avec certains mouvements dont on n'avait jamais entendu parler. Et puis ce qui est très appréciable aussi, c'est les notices en fait qu'il y a parfois dans les chapitres avec des biographies. Alors, on a pu parler de certains personnages comme Pierre Gatsot, sur lequel vous aviez écrit aussi un article il y a quelques années. Et à la fin de chaque chapitre aussi, il y a une petite bibliographie, prélude à la grande de la fin, mais pour aller plus loin. Voilà. Donc, je trouve en fait que c'est vraiment un ouvrage accessible, avec plein de clés de lecture. Il y a un fil conducteur chronologique, mais en fait, on peut le prendre aussi chapitre par chapitre, enfin différemment. Il y a des entrées vraiment différentes. Donc, on ne peut que vous le recommander, bien sûr. Je pense qu'il est l'heure des questions. J'imagine qu'il y a peut-être parmi vous certains qui veulent interroger Baptiste.
Bonsoir et merci pour la présentation. J'avais deux questions. La première, elle est liée à la persistance dans l'extrême droite d'une incapacité à créer des cadres. C'est ce que finalement vous dites, puisque vous nous dites que les ultras, les légitimistes y arrivaient pas trop, et puis qu'aujourd'hui le RN non plus. Est-ce que ça les empêcherait de gouverner? Puisque si on regarde les autres situations dans le monde aujourd'hui, quand on regarde l'administration de Trump, on voit quand même des farfelus à certains postes. Je pense à Kennedy, par exemple, à la santé ou d'autres. Ça serait ma première question. Et puis ma deuxième, c'est plus une question liée à l'évolution des sciences humaines. Et elle est liée aux travaux de l'historien Ziv Sternel. Il me semble que dans les années 80, il analysait la naissance du fascisme comme un phénomène d'abord français. Ça avait été beaucoup critiqué en son temps. Qu'en est-il aujourd'hui de ce débat? Est-ce qu'il est clos? Est-ce qu'il a une incidence dans la façon de percevoir l'extrême droite dans le champ des sciences humaines? Merci. Oui, non, pardon, c'était presque la même question, c'est-à-dire notamment quand Zev Sternel développe les histoires d'anticartésianisme, les antilumières, voilà, les antilumières, et qui d'ailleurs aussi, c'est ces théories qui ont été reprises par Henri Lévy sur l'idéologie française, enfin comme voilà. Donc est-ce que effectivement vous retrouvez ces choses-là? Alors sur la première question, sur les ultra légitimistes, alors ont quand même produit plus de cadres que ce qu'on a longtemps dit, donc ça je me suis pas bien fait comprendre si je l'ai dit, mais par ailleurs la question se pose un peu moins pour eux parce que leur cadre principal c'est quand même le roi, donc ça change un petit peu la dynamique à l'intérieur. Aujourd'hui, je pense pas que ce soit un frein à leur accession au pouvoir, c'est-à-dire que s'ils sont élus, qu'ils prennent la majorité, ils devront gouverner. Par contre, je pense que ça peut faire ressembler un début de mandat un petit peu plus à Trump 1 qu'à Trump 2. C'est-à-dire, là, Trump 2, effectivement, comme vous dites, il y a des gens farfelus, mais ce sont des gens farfelus qui arrivent avec un plan très déterminé, qui sont pour l'instant en train de mettre en place de manière assez nette. Si on relit la séquence 2016-2019, en fait, le moment où il a été particulièrement actif, jusqu'à la fin du premier mandat, il est quand même jusqu'au feu d'artifice du 6 janvier 2021, il est un peu moins actif, mais les 3 premières années sont caractérisées par beaucoup d'incohérences, beaucoup d'amateurisme, beaucoup de difficultés aussi à travailler avec les cadres historiques du Parti républicain, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui où là le Parti républicain est vraiment soumis en fait est subordonné à Trump. Donc c'est pas une bonne nouvelle dans la mesure où s'ils arrivaient, enfin rien ne serait une très bonne nouvelle s'ils arrivaient au pouvoir, mais ça l'est encore moins parce que la France est pas plutôt fragile en ce moment, et donc effectivement un gouvernement qui en plus serait caractérisé par un amateurisme total poserait des sujets. Après, il faut pas sous-estimer la capacité. Il pourrait aussi y avoir une situation où on peut imaginer un moment où d'une part il y aurait des ralliements de la droite. Peut-être des hauts fonctionnaires qui soit vireraient leur cutie, soit dévoileraient leurs opinions et se rallieraient, donc récupéreraient des ministères techniques. Ça, c'est un peu difficile de savoir en l'état actuel. Sur la question de Zev Sternel, écoutez, c'est un historien, donc effectivement, il y a eu un débat, il y a eu une controverse dans les années 90 ensuite, qui a duré longtemps, qui était un peu un combat d'arrière-garde, qui se maintient encore un peu aujourd'hui, mais qui a été très fort dans les années 1980, parce que Zev Sternel, qui est donc pour le coup vraiment un pur historien des idées, a thématisé des choses qui étaient absolument passionnantes sur la Troisième République, en identifiant à une époque où la tripartition de René Rémond entre droite légitimiste, orléaniste et bonapartiste était encore très canonique dans la lecture de l'histoire politique française, a thématisé l'idée qu'il y aurait une droite révolutionnaire qui serait apparue à la fin du XIXe siècle et qui aurait hybridé certaines thématiques, certains modes de mobilisation, certains militants aussi venus de la gauche non marxiste et anticapitaliste, avec les débris de la droite contre-révolutionnaire. Et que cette rencontre-là aurait donné naissance à un nationalisme agressif, violent, plébiscitaire, autoritaire dans son rapport au pouvoir, bref, qui aurait été la matrice de l'extrême droite. Et puis dans des livres successifs, ensuite, il a relu ce travail pour en réalité faire de cette droite révolutionnaire, de Maurice Barrès, de tout un ensemble de mouvements qui ont prospéré en France dans l'entre-deux-guerres, la matrice du fascisme. Alors moi, sur la période antérieure à 1914, je trouve qu'il y a plein de choses passionnantes. Je trouve que une grosse partie des travaux sur Maurice Barrès, en tout cas, ont permis de relire Barrès, et il y a des choses à critiquer, mais il y a aussi beaucoup de choses à en dire. Je trouve que son concept de droite révolutionnaire est opérant à plein d'égards.
je fais partie quand même d'une école qui ne voit pas très bien comment on peut parler de fascisme avant la Première Guerre mondiale, parce que dans l'idéologie fasciste et dans son cousin nazi, il y a un rapport à la violence de masse, à la valeur transformatrice de la violence, qui est indissociable de l'expérience de la Première Guerre mondiale. Ce qui ne veut pas dire pour autant que la position du parti des adversaires de Sternel, c'est-à-dire que je pense qu'il y a des choses qui sont critiquables chez Sternel, mais il a pris un tir de barrage parce qu'il y a toute une école qui a été surnommée l'école immunitaire ou les défenseurs de la thèse immunitaire par un sociologue qui s'appelle Michel Daubry, qui a montré qu'en gros, ces historiens qui étaient beaucoup basés à Sciences Po Paris, dont faisait partie d'ailleurs Michel Vinocq, refusaient l'idée qu'il y ait pu avoir du fascisme en France. Pour eux, l'idée de la culture politique française était tellement républicanisée, la Troisième République avait tellement réussi son action et son acculturation des Français à l'idée républicaine que le fascisme ne pouvait avoir été que minoritaire. Donc en fait, ça a fini par donner lieu à un débat taxonomique, à mon avis, un peu lunaire, sur les Croix de Feu, qui est ce grand mouvement, cette grande ligue d'anciens combattants qui devient ensuite, à la fin des années 30, un grand parti politique, qui est le grand parti politique de masse de la fin des années 30, le Parti social français, qui représente à son apogée en 38-39 près d'1 200 000 adhérents. Et il y a eu un débat absurde pour savoir, bon, déjà, si le PSF était donc fasciste ou non, et puis ensuite pour savoir si le PSF était de droite ou d'extrême droite. En réalité, la question n'a, à mon avis, ces questions-là n'ont pas beaucoup d'intérêt. D'abord parce que, évidemment, il y a des éléments fascisants, il y a des effets de circulation. Le fascisme, plus que le nazisme, le fascisme fascine en France. En tout cas, fascine toute une partie de la droite, bien au-delà d'ailleurs de ce qui est considéré comme l'extrême droite habituelle dans l'entre-deux-guerres. Et donc, il y a une fascination pour le modèle fasciste, comme il y a parfois une fascination pour le modèle franquiste et pour le modèle salazariste. Et en fait, tous ces modèles-là sont parfois, on peut les juxtaposer, c'est-à-dire qu'on peut exprimer de la fascination pour les uns et pour les autres, prendre des choses à droite, à gauche, etc. Donc, évidemment, il y a des jeux d'écho, c'est la première chose. D'autre part, la folie taxonomique avant 1939 n'a pas beaucoup de sens dans la mesure où, dans l'entre-deux-guerres, il y a un effet de porosité croissant entre droite et extrême droite, d'une part, de porosité idéologique parce que intellectuellement, même si l'action française, d'un point de vue militant, commence à être concurrencée, d'un point de vue intellectuel, idéologique, elle domine. Il y a un magistère de Maurras, de son entourage, de figures comme Pierre Gaxotte, comme Jacques Bainville, qui donne un prestige aux idées de l'action française qui s'étend bien au-delà du simple précaré des royalistes, en fait. Ça s'étend très largement. Ça, c'est la première chose. Et puis, il y a un grand parti de droite qui, d'ailleurs, à sa naissance, ne se présente pas comme étant de droite. Il dit qu'il est modéré, mais sous la Troisième République, quand on dit qu'on est modéré, ça veut dire qu'en fait, on appartient à la droite de gouvernement, qui s'appelle la Fédération républicaine. Et ce parti, pendant l'entre-deux-guerres, va avoir un mouvement d'extrogir qui va le rapprocher de plus en plus de l'extrême droite. Et en réalité, l'arrivée notamment du Front populaire au pouvoir va rendre quasiment indistinctes les deux mouvements. Il y a tellement de points de connexion, il y a tellement de points de contact, et d'ailleurs ça s'exprime de manière évidente en 1940, parce que Vichy est évidemment un régime qui porte des idées d'extrême droite, mais c'est un régime qui n'aurait pas été possible s'il n'y avait pas eu une union des droites pour porter Laval et Pétain au pouvoir. Et ça, c'est ce qu'on montre dans le chapitre, c'est-à-dire qu'en fait, à ce moment-là, ces questions taxonomiques, en fait, pour moi, n'ont plus beaucoup de sens. Donc c'est pour vous dire, là, récemment, il y a un livre qui a été publié sur Zef Sternel auquel j'ai contribué. Je suis plutôt un des rares articles à être plutôt critique. En tout cas, c'est plutôt un livre d'hommage dans lequel j'exprime un hommage critique parce que je pense qu'il y a plein de choses à prendre chez Sternel, mais il y a aussi beaucoup de choses à remettre en question parce qu'on tombe dans des pièges qui sont ceux de l'histoire des idées. Donc là, je rebondis sur votre question sur les anti-lumières. Les anti-lumières, c'est un concept passionnant qui est d'ailleurs une variation en fait sur un concept qui avait été avant ça développé par Isaiah Berlin des contre-lumières, qui à mon avis est d'ailleurs plus pertinent parce que ça permet de voir aussi des effets de circulation sur l'antirationalisme, etc., qui permettent de regarder des figures comme Rousseau de manière différente, en regardant comment certains pré-romantiques qui ont en fait après été considérés comme des pères fondateurs à gauche ont aussi, à cause de ce qu'ils ont de leur rôle matriciel pour le mouvement romantique qui a été un mouvement antirationaliste, participé aussi de cette polémique contre les Lumières, contre le rationalisme, etc., qui a nourri l'extrême droite. Donc voilà, mais donc ça a toutes les qualités, c'est stimulant comme l'est toujours l'histoire des idées. Le problème, c'est que l'histoire des idées, à la fin, il y a un petit côté géométrique, c'est-à-dire qu'on a un peu des formules qui se promènent dans l'éther, mais ça ne désigne pas beaucoup de réalité sociale derrière. On sait pas très bien qui porte ces idées, donc ça parfois ça pousse à surévaluer certaines choses
et à sous-évaluer complètement d'autres phénomènes. Ça pousse à passer à côté de certaines questions. Dans le cas de Zef Sternel, par exemple, de passer complètement à côté de la persistance de la contre-révolution et des idées contre-révolutionnaires sous la Troisième République. Et donc, en fait, on crée un peu des cadres dans lesquels on cherche, c'est un peu le lead procust, on cherche absolument à faire rentrer des choses. Donc, si c'est trop long, on coupe. Si c'est trop court, on allonge, on étire. Donc, c'est très stimulant. Mais c'est aussi une époque, c'est caractéristique de la fin de la guerre froide. Donc voilà, mais c'est un auteur qu'on cite qui fait partie qui est un jalon dans l'histoire de l'extrême droite. Une autre question peut-être ? Je vous ai tous déprimés. Oui, pour revenir sur les cadres du Front National, je ne sais pas si en tant qu'historien, l'analyse de l'électorat vous correspond, mais enfin, je trouve intéressant. C'est vrai qu'ils ont du mal à sortir des cadres et ils ont régulièrement des cas sociaux comme tête de liste, mais en même temps, même leurs cadres sur les législatives se contredisent entre eux. On a vu en 2024, d'un jour sur l'autre, on avait des déclarations complètement différentes sur le budget, la retraite, tout ce genre de choses. Et pourtant, leur électorat leur reste quand même fidèle, quoi qu'il arrive. Et ça, j'ai du mal à saisir que l'électorat se contente de la médiocrité qui va même jusqu'au cadre et que même Marine Le Pen n'est pas arrivée à arbitrer. Il y a plusieurs choses. D'une part, il y a quelque chose qui tient à l'identité du Front National pour l'instant depuis sa fondation, c'est que c'est un parti qui a été pensé dès le début, en tout cas qui a été structuré par Jean-Marie Le Pen comme ça, et de manière presque charismatique par l'existence même de Jean-Marie Le Pen comme chef du parti. C'est-à-dire que ça a été un carrefour des idées d'extrême droite. Donc depuis le début, le Front National et les leaders du Front National font des grands écarts entre des tendances idéologiques très distinctes. Donc ce côté un peu pot-pourri idéologique qu'on retrouve au Front National, c'est quelque chose qui est assez identitaire au parti. Ensuite, il y a une deuxième chose qui est que la médiocrité intellectuelle, en tout cas idéologique du RN, les contradictions que vous pointez avec raison, sont bien présentes. Il y a quand même un point d'accord, et qui est un point d'accord quand même pour une énorme partie de son électorat, qui est la xénophobie. Et qui est quand même l'idée centrale, c'est qu'à la fin, le premier article, le truc qui revient systématiquement et qui en fait est thématisé dans plein de directions différentes. Ça peut effectivement, que vous parliez de repousser ou garder l'âge de la retraite là où il est, que vous parliez d'augmenter ou de baisser la dépense publique. Enfin, à chaque fois, en fait, la variable d'ajustement, c'est les étrangers. C'est-à-dire qu'il y a toujours l'idée qu'il y a à l'intérieur du pays un groupe parasitaire qui sont les étrangers et en fait, en réalité, les étrangers non blancs. Ça, c'est la première chose. Puis en réalité, il y a un deuxième groupe parasitaire et ça, c'est un autre facteur, c'est un autre levier de rejet, enfin, en tout cas, un autre levier du vote, c'est les élites. Alors, pas tellement les élites économiques, parce que de ce point de vue-là, il y a quand même une évolution, même pour le coup, pendant la durée de la présidence de Marine Le Pen, enfin du moment mariniste du RN, puisqu'aujourd'hui, il y a plutôt quand même la résurgence d'un discours poujadiste, de défense du patronat, de l'idée que les élites économiques remplissent une fonction sociale, mais par contre il y a une détestation profonde des élites intellectuelles et culturelles qui sont considérées comme des parasites, qui sont considérées comme s'arrogeant des places et comme portant une supériorité, une morgue qu'il faudrait dégager. Et donc ce double relais, cet anti-élitisme et cette xénophobie, c'est en fait deux points en fait, qui sont très transversaux et qui sont des relais à l'heure actuelle du vote qui permettent pour l'instant d'expliquer pourquoi le RN, pourquoi ces contradictions ne jouent que de manière très marginale en fait, sur l'érosion du vote Rassemblement national. Ce sera sans doute différent s'ils commencent soit à prendre des très gros exécutifs locaux et qui commencent à être confrontés à des vraies difficultés, mettons qu'ils soient à la tête de Lyon ou de Marseille, peut-être que les choses seraient différentes. Et puis surtout s'ils prennent le pouvoir, parce que là ils seront comptables d'un bilan. Mais pour l'instant, le flou programmatique
dans la mesure où ils jouissent aussi de cette situation d'être l'alternative qui n'a pas été tentée face à des partis, c'est-à-dire qu'on parle de la médiocrité du RN, mais en réalité, pour l'électorat du RN, les partis dits de gouvernement sont tout aussi médiocres et le sont d'autant plus que eux ils l'ont démontré. En fait, il y a des preuves très concrètes de leur nullité. Donc voilà, pour l'instant, ils arrivent à dépasser leur lot de contradictions, la nullité d'une grosse partie de leur cadre, etc. Le seul point où pour l'instant ça les freine un petit peu, mais Éric Zemmour leur a rendu un gros service de ce point de vue-là, c'est que et ça reste encore le cas aujourd'hui, pour l'instant le Rassemblement national, contrairement à Trump, contrairement à Meloni, a du mal à mordre sur les CSP+. Ça a un tout petit peu bougé aux dernières élections présidentielles parce que Éric Zemmour au premier tour est allé capter une petite partie de l'électorat Fillon qui ensuite s'est quand même en grosse partie rabattu sur l'électorat RN. Moi, c'est ce que j'appelle l'effet Aix-en-Provence, qui est une ville qui jusqu'en 2022 est une singularité en PACA, puisque c'est une ville qui, à quasiment toutes les élections, vote entre 10 et 15% pour le Front National. Donc, dans une région où ils font des scores de colonel ailleurs, c'était vraiment très faible. Alors, c'était une ville un peu comme Boulogne-Billancourt, où vous mettiez une chèvre avec une pancarte UMP, elle était élue. Assez littéralement, quand on regarde la dynastie des Joassins qui sont au pouvoir depuis 40 ans, mais ils ne votaient pas Front National. En 2022, au premier tour, Marine Le Pen refait 15% au premier tour, mais Éric Zemmour fait 10%. Parce qu'il va pour le coup pomper très fort et au-dessus de sa moyenne nationale sur un électorat filloniste, de droite, assez radicalement anti-Macron. C'est un électorat qui ne pardonne pas le fait que Macron ait travaillé avec des anciens du PS. Et au deuxième tour, Marine Le Pen a fait 25%. Donc pour la première fois, elle a vraiment largement augmenté son électorat à Aix. Et aux élections législatives de 2024, alors il y a une triangulaire meurtrière, il y a une députée Renaissance qui n'a pas voulu se retirer. Mais pour la première fois dans son histoire, depuis le 19e siècle, Aix a porté un député d'extrême droite à l'Assemblée nationale. Donc il y a sa mort. On voit que dans le 16e arrondissement à Paris, ça commence à progresser un petit peu, très marginalement à l'échelle d'un électorat parisien qui vote au second tour très, très majoritairement contre le Rassemblement national. Mais bon, pour l'instant, la non-professionnalisation du FN complique quand même leur capacité à mordre sur les 10% les plus aisés en France, ce qui est quand même une difficulté quand vous voulez gagner une élection, parce que c'est un électorat qui se surmobilise, parce que ça représente de l'argent, parce que ça représente des relais. Donc il faudra voir ce que ça donne. Pour l'instant, on voit que le CAC 40 cherche à comprendre ce que va faire le RN. Donc pour la première fois depuis 2 ans, il y a des contacts, ils discutent. Le MEDEF reçoit les gens du RN, mais à part quelques milliardaires qui sont vraiment d'extrême droite, les autres, c'est aussi exactement comme dans les années 70, quand tout d'un coup l'hypothèse d'une victoire de la gauche a commencé à arriver, les grands patrons ont commencé à aller voir François Mitterrand pour comprendre à quelle sauce ils allaient être mangés. Il y a aussi cette volonté de comprendre ce qui va se passer, parce que jusqu'à très récemment, c'est une particularité, par exemple, du RN par rapport à Giorgia Meloni, qui a des contacts anciens avec le patronat italien, c'est que le patronat français avait très peu de relations avec... et notamment le haut patronat. Je ne parle pas des petits chefs d'entreprise locaux, où là, typiquement dans une région comme la PACA, il y a des contacts anciens, mais du MEDEF, du CAC 40, ce qui dans un pays où ces grandes entreprises en fait pèsent lourd et représentent du monde, était une singularité. Donc là, ils commencent à prendre des points de contact. Ça, c'est plutôt des signaux faibles que la normalisation du RN continue, et puis surtout la résignation en fait de pan croissant de la population quand elle arrive au pouvoir. Merci. Oui, j'ai deux questions. Il y en a une, c'est plutôt une remarque par rapport à ce que vous avez dit concernant l'évolution de la droite et de l'extrême droite, et en particulier l'évolution des cadres. Et ça, c'est quelque chose qui m'inquiète un petit peu, c'est qu'effectivement, il y a une tendance à une évolution des cadres de la droite d'aller vers l'extrême droite. Et donc, ça pourrait renforcer malheureusement la capacité de l'extrême droite à fédérer une certaine partie de la population par le biais de ces cadres-là qui viennent plutôt de la droite. On le constate de plus en plus. Et la deuxième question, ça concerne la comparaison entre l'extrême droite française et l'extrême droite italienne vis-à-vis de l'Ukraine. Qu'est-ce qui explique, d'un point de vue historique, le fait que l'extrême droite française est plutôt pro-russe et l'extrême droite italienne est plutôt pro-ukrainienne? Alors sur les cadres, en fait, en réalité,
les cadres des Républicains qui aujourd'hui, dans les discours, se rapprochent du RN, tenaient sensiblement la même ligne quand ils étaient à l'UMP. C'est juste que l'UMP était une plateforme électorale qui permettait de gagner et que, à l'intérieur de ce parti, il y avait des tendances plus libérales, plus modérées, en tout cas beaucoup plus hostiles, pour plein de raisons, à l'alliance avec le RN, ou en tout cas à l'idée de discussion avec le RN. À partir du moment où vous retirez de l'équation une grosse partie de l'UMP, parce que c'est pas seulement Horizon qui est constitué quasi exclusivement d'anciens cadres de l'UMP, même si vous regardez au sein de Renaissance même, il y en a plein, et vous regardez le gouvernement actuel, Benjamin Haddad, Aurore Berger, en fait tous ces gens-là étaient aux Jeunes Populaires, ont milité à l'UMP, donc en réalité il y a toute une partie de l'UMP de l'ex-UMP qui a basculé vers le bloc central. Et il y a d'ailleurs une possibilité, j'en discutais l'autre jour avec Émilien Warvial, qui est un très bon spécialiste de ces questions-là, qui est un spécialiste des Républicains, il y a aussi une possibilité de réunion à un moment, s'ils arrivent à passer au-delà de leurs inimitiés personnelles, entre LR, Horizon et l'aile droite de Renaissance, et de reconstruire une plateforme libérale conservatrice qui pèserait, qui reviendrait à un étiage comparable à celui de François Fillon en 2017, c'est-à-dire en fait un poids suffisant pour exister politiquement dans le pays. Si jamais la séparation de ces mouvements de droite, alors qui ont quand même en fait énormément de points d'accord, Horizon, sur la question de l'immigration, ils ne sont pas beaucoup plus modérés que les Républicains, sur les questions économiques, ils sont tout aussi orthodoxes. Voilà, il y a des petites variations, il y en a certains qui revendiquent beaucoup plus fort l'héritage gaulliste que d'autres, etc. Mais c'est en fait pas grand-chose à l'échelle des points de désaccord qui existaient et qui étaient très nets à l'intérieur de l'UMP. Donc c'est aussi, à mon avis, une question de la recomposition du champ politique dans les années qui viennent. Donc ça, je ne suis pas un sur-spécialiste de ces questions-là, mais il me semble que la tendance, le mouvement d'extrogir des Républicains, il est aussi lié au fait que les Républicains, dans leur forme actuelle, dans leur mouture actuelle, ne sont plus composés que de la frange la plus dure, la plus intransigeante de ce qui constitue l'UMP, de ceux qui, déjà en 2007, en 2012, rechignaient au fond républicain, parlaient de Nini, etc. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième, sur l'Ukraine, il y a deux choses. L'argent. Le Rassemblement national a eu besoin d'argent et, comme d'autres partis politiques français, a été ciblé comme pouvant être un levier d'influence, en tout cas un levier de désingérence en France. Et puis le deuxième argument, c'est la contrainte extérieure, alors qui est peut-être quelque chose qu'on va finir par connaître en France, mais que pour l'instant on ne connaît pas, que l'Italie connaît depuis... en fait, l'a déjà connu dans les années 90, puis le connaît de manière structurelle depuis la crise de la dette, depuis le début des années 2010. C'est-à-dire que quand Giorgia Meloni a commencé à arriver en position de prendre le pouvoir, il a fallu qu'elle donne des gages à la Commission européenne, au FMI, à ses partenaires européens et aux États-Unis. Et à partir de ce moment-là, il a fallu qu'elle, notamment sur la question qui était devenue structurante de la Russie, il a fallu qu'elle commence à montrer patte blanche, et donc elle dise que elle resterait alignée sur les positions qui étaient celles de ses alliés occidentaux. La deuxième chose, c'est que Giorgia Meloni, à ce moment-là, elle était en compétition avec une autre force d'extrême droite, la Lega, qui, elle, tient un discours pro-russe qui fait passer les plus poutinolâtres des gens du Rassemblement national pour des opposants radicaux à Vladimir Poutine. Donc il y a aussi une logique de distinction. Ce qui est normal, c'est-à-dire qu'en réalité, sur la question de l'immigration, il tenait un discours qui était assez similaire. Sur l'Europe, elle a commencé à se distinguer en disant qu'elle restait favorable à l'Union européenne sous conditions, etc. Et l'Ukraine lui a permis de rassurer toute une partie de l'électorat de centre-droit italien en montrant que elle n'allait pas rompre avec la logique de l'OTAN, sachant que le discours anti-OTAN en Italie est beaucoup moins fort. Il peut y avoir des discours anti-américains, ça existe. L'OTAN est vraiment, depuis la guerre froide, perçu comme un verrou, quelque chose qui vient garantir la défense de l'Italie. Donc de ce point de vue-là, c'est un allié quand même beaucoup moins casse-pied des États-Unis que nous le sommes. Donc l'idée de s'aligner sur les États-Unis était, voilà, ça permettait aussi de rassurer sur sa candidature. Juste la dernière. On dit toujours on n'a pas essayé, mais il y a eu Vichy. Oui, on a eu Vichy et puis il y a eu les ultras sous la Restauration, mais d'une part, Vichy, c'est loin. Moi, je le vois avec mes étudiants. Moi, je suis né en 1992. Mes grands-parents, tous les quatre, ont connu la Seconde Guerre mondiale, ont connu l'Exode. Il y avait des souvenirs de l'Exode. Ils avaient des souvenirs. Et pourtant, ils n'ont pas vécu. Aucun d'entre eux n'a
faisaient pas partie de groupes de gens qui étaient ciblés sous Vichy, donc ils ont juste eu faim. Ils aimaient pas les Allemands et tous les 4 adoraient les Américains parce que ils ont été libérés par les Américains. Donc, à la limite, moi j'étais tributaire de ça. Mes grands-parents étaient encore assez jeunes quand je suis né, donc c'est une histoire qu'on m'a racontée. Moi, je vois mes étudiants aujourd'hui, ils sont nés, en tout cas les L1 sont nés après le coup de boule de Zidane en 2006. Donc ça décale, mais c'est idiot, mais ça décale tout. Leurs grands-parents, pour la plupart, sont nés après la Seconde Guerre mondiale. Pendant la Seconde Guerre mondiale, leurs grands-parents sont de la première génération des boomers. Donc, pour l'essentiel, la Seconde Guerre mondiale, c'est parfois plutôt un souvenir des parents, donc des arrière-grands-parents. Donc, le régime de Vichy s'est éloigné. Les anciens, les quelques procès qu'il y a pu avoir dans les années 90 ont eu lieu dans les années 90. Donc, il y a un phénomène d'éloignement croissant qui fait que la référence à Vichy n'est plus très mobilisatrice dans un sens. C'est plus du tout un relais pour aller chercher des nouvelles tranches d'électorat pour le RN. Ça peut être un volet identitaire quand ils ont fermé la porte de la section et qu'ils se font des blagues entre eux dans certaines sections du Sud, ou dans l'extrême droite mouvementiste, c'est-à-dire dans tous ces groupuscules qui existent hors RN, qui, hors période électorale, sont très critiques du RN, mais qui, pendant les périodes d'élection, soutiennent le parti. Mais c'est plus du tout mobilisateur. C'est pas, aujourd'hui, Marine Le Pen, elle dit pas youpi, on va rétablir la francisque, etc. D'ailleurs, et c'est ça l'autre rupture, c'est que Marine Le Pen, et c'est une rupture qu'on retrouve avec Viktor Orban, qu'on retrouve avec Giorgia Meloni, qu'on retrouve avec le PiS des Kaczynski en Pologne. Trump est une petite différence. Ce sont des partis d'extrême droite. Pour la première fois dans l'histoire de l'extrême droite en Europe, les partis d'extrême droite qui arrivent au pouvoir n'arrivent pas en disant qu'ils vont liquider la démocratie libérale. En réalité, quand ils sont au pouvoir, ils cherchent à la transformer, ils cherchent à la reconfigurer. Dès qu'ils arrivent au pouvoir, ils commencent à vérifier les points de tension, les points de faiblesse pour voir. Ils appuient, ils regardent, ils font des petits tests, ils changent des réformes institutionnelles. Une fois de plus, je pense qu'en France, ils en auront beaucoup moins à faire qu'en Italie, en Hongrie ou en Pologne. Mais ils vérifient s'ils peuvent les points de tension. Et progressivement, ils ne liquident pas. Une fois de plus, ce n'est pas le moment du Reichstag. Ils n'interdisent pas les autres partis. Mais ils changent les règles du jeu. Ils réforment les cours constitutionnels. Ils suppriment les subventions pour les médias. Ils suspendent les procès pour corruption pour leur soutien. Et progressivement, le jeu démocratique est évidemment jamais parfaitement égalitaire et équilibré, mais disons que le terrain est de plus en plus pentu et les renversés nécessitent de plus en plus d'efforts parce qu'il crée une position dominante qui est de plus en plus difficile à remettre en question. Ce qu'on a vu, ce qu'on voit avec Viktor Orban depuis 2 cycles électoraux, ce qu'on a vu en Pologne en 2023 où la coalition civique a eu le plus grand mal à renverser le PiS et où depuis 2 ans ils se débattent dans un merdier institutionnel que leur ont laissé le PiS, qui rend extrêmement difficile en fait le travail de Donald Tusk. Et donc cette évolution-là, ça fait que en fait, en réalité, Vichy est évidemment une référence. C'est une référence mémorielle. Ça dit des choses. Il y a évidemment des points de continuité, notamment sur la xénophobie, sur cette idée que la droite nationale ou l'extrême droite vient combattre les parasites, vient enlever, va restaurer une société libérée de ceux qui indûment profitent et en gros sont au sommet d'une hiérarchie qu'ils ont usurpée. Tout ça est encore présent, mais Vichy n'est ni mobilisateur pour l'extrême droite, et je pense que de l'autre côté, c'est un discours qui est de moins en moins contre-mobilisateur. Ça fonctionne pour une partie du bloc central. On l'a vu aux dernières élections législatives, l'électorat Renaissance, pas l'électorat Horizon, mais l'électorat Renaissance s'est quand même plutôt mobilisé et quand même allé voter. On voyait qu'il y a des effets de différence en fonction des candidats de gauche qu'il y avait, mais si c'était PS, PC, Europe Écologie, ils allaient voter massivement. Et si c'était LFI, ils allaient quand même voter à 60%. L'électorat de gauche continue, cette référence continue à être mobilisatrice, mais effectivement, le régime de Vichy est plus une référence contre-mobilisatrice, mais c'est aussi un effet d'éloignement. On va bientôt, on a fêté le 80e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Mécaniquement, ce sont des références qui s'éloignent. C'est d'ailleurs pour ça, je pense qu'il faut réfléchir aussi différemment. C'est pour ça que moi, je suis toujours un peu mal à l'aise avec le concept de fascisme qui est brandi à droite à gauche, parce que je pense que ça écrase un petit peu les choses et que c'est pas parce que je pense pas que Marine Le Pen soit fasciste, c'est pas pour autant qu'elle est pas dangereuse et peut-être à certains égards plus dangereuse que quelqu'un qui arriverait avec une chemise brune en faisant des saluts romains. Qu'à la limite, c'était un peu le cas du MSI ancienne version. Il faisait des saluts romains, il pouvait pas s'en empêcher. Il y a des vidéos de la Chambre des députés italienne où tout d'un coup il y a 15 députés qui se lèvent et qui font un salut romain. Bon, ben voilà, ils sont marqués. Là, Giorgia Meloni, elle dit pas ça. En tout cas, elle dit pas ça à la presse étrangère. Il y a toute une logique de double discours.
à mon avis, c'est beaucoup plus dangereux. Donc je comprends l'idée de remarquer le danger en disant que ce sont des fascistes. Moi, je pense que ça permet aussi d'alimenter un contre-discours de l'extrême droite en disant mais vous voyez, ces gens racontent n'importe quoi, on n'est absolument pas fascistes, et pourtant ils nous traitent de fascistes. Donc je pense qu'il faut réfléchir à de nouveaux objets, il faut se creuser la tête, et puis il faut pas lâcher, parce que une fois de plus, moi c'est toujours ce que je dis aux gens qui sont tentés, parce qu'on finit tous par en connaître, des gens qui sont tentés par un vote d'extrême droite. Je leur dire, le problème c'est que vous essayez une fois, mais une fois qu'ils sont au pouvoir, c'est compliqué de les dégager, quoi. C'est pas Nicolas Sarkozy en 2012, il est parti. Alors évidemment, il attendait plein de trucs pour rester, mais enfin il est parti. François Hollande, il est évidemment parti. Je pense même qu'Emmanuel Macron partira. Je suis pas sûr, mais je pense même qu'Emmanuel Macron partira en 2027. L'extrême droite, quand elle est au pouvoir, c'est très difficile de la déloger. Eh bien, merci beaucoup. Nous, on doit partir. Merci Baptiste Roger Lacan, merci aussi Jérôme Pujol. Le livre est disponible à l'entrée si vous souhaitez vous le procurer. Nouvelle histoire de l'extrême droite, France 1780-2025, est publiée aux éditions du Seuil. Vous avez pu écouter à l'instant une rencontre avec Baptiste Roger Lacan, qui a dirigé l'ouvrage. Enregistré le mardi 28 octobre 2025 à la librairie Ombre Blanche, et réalisé et mis en onde par Radio Radio avec Radio Radio Plus et Radio Terre.